Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Rédaction, Editorial Board. Rédacteur en chef, Managing Editor. Patrick Mardella. Rédacteurs adjoints, Assistant Editors. Michael Assous, Nathalie Bertha, Olivier Rossel, Fabrice Tricou. Secrétaire de rédaction, Editorial Secretary. Thomas Ruellou, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Comité de rédaction, Editorial Board. Andrés Alvarez, Universidad de Los Andes. Massimo Amato, Università Bocconi. Richard Arena, Université de Nice Sophia Antipolis. Michael Assous, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nathalie Bertha, Université de Reims. Franco Donzelli, Università degli Studi di Milano. Luca Fantacci, Università Bocconi. Stéphane Haber, Université Paris-Nanterre La Défense. Erad IGERSHEIM, CNRS et Université de Strasbourg. Feriel Candil, Université Aix-Marseille. Laurent Lemot, Université de Brest. Patrick Mardellat, Sciences Po Lille. Claire Pignol, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Antoine Rebérol, Université Paris-Nanterre La Défense. Nicolas Rieucot, Université Paris 8. Olivier Rossel, Université de Picardie Jules Verne. Annalisa Rosselli, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Woulven Rubin, Université Lille 2. Paolo Trabucchi, Università degli Studi di Roma 3. Fabrice Tricou, Université Paris-Nanterre La Défense. Comité scientifique, Advisory Board. Roberto Baranzini, Université de Lausanne. Carlo Benetti, Université Paris-Nanterre La Défense. Arnaud Bertou, Université Lille 1. Mauro Boyanovsky, Universidad de Brasilia. Marie-Thérèse Boyrxambeu, Université Paris 7. Jean Cartelier, Université Paris-Nanterre La Défense. Guylain Deleplace, Université Paris 8. Daniel Diatkin, Université d'Evry-Val d'Essonne. Rodolphe dos Santos Ferreira, Université de Strasbourg. Olivier Favreau, Université Paris-Nanterre La Défense. Roger Guenry, Collège de France. André Lapidus, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Marc Lavoie, Université d'Ottawa. Catherine Martin, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Jacques Vromen, Erasmus Universiteit Rotterdam. Depuis 1974, les cahiers d'économie politique sont un lieu privilégié pour les discussions théoriques qui prennent en compte toute la dimension historique de la discipline économie. Considérant que l'étude des auteurs passés et les débats actuels en analyse économique peuvent mutuellement s'enrichir, ils publient des articles qui relèvent de l'histoire de la pensée économique, de la philosophie économique, ou qui se situent à l'intersection de l'histoire de la pensée et de la théorie économique contemporaine ou de l'histoire économique. Les cahiers d'économie politique publient 2 numéros par an, généralement en juin et décembre. Un de ces 2 numéros est thématique. Les numéros thématiques publient des sélections d'articles proposés dans le cadre de colloques ou de journées d'études. Ces manifestations sont organisées par la revue ou par des institutions universitaires sur le principe d'un appel à communication. Pour envisager qu'un colloque soit publié dans la revue, il est nécessaire que le responsable prenne contact dès l'organisation de la manifestation avec le comité de rédaction des cahiers. Since 1974, Papers in Political Economy have published and participated to the main theoretical discussion, by paying a particular attention to the historical aspect of economic analysis. Considering that the study of past authors and present debate are complementary, the PPE publish papers on history of economic thought, economic philosophy, or papers overlapping fields of history of economic thought and contemporary economic theory or economic history. Papers in Political Economy is a biannual journal, usually published in June and December. One of the 2 yearly issues is thematic and includes papers presented at a workshop or conference and selected among responses to an open call for papers. For proceedings to be published in this form, conference organizers are invited to contact the journal's editorial board at a very early stage.
Adresse. Site internet http://www.cahierdescopeaux.fr/. Éditeur Éditions L'Harmattan, 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. Tel 01 40 46 79 10. Site internet http://www.editions-harmattan.fr. Éditeur électronique Kern http://www.kern.info/. Instructions aux auteurs, Note for contributors. Les cahiers d'économie politique acceptent les articles en français et en anglais. Normes de publication disponibles sur le site internet http://www.cahierdescopeaux.fr/. Papers in Political Economy accept papers in French and in English. For a full and complete guide for authors, please go to http://www.cahierdescopeaux.fr/. La NTICOLBERTISME n'est pas toujours un libéralisme. L'exemple de Quesnay. Jean Cartelier. On peut être tenté de chercher l'origine du libéralisme dans les réactions négatives aux politiques mercantilistes suivies jusqu'au XVIIe siècle. Quoique raisonnable, cette idée souffre des exceptions. Quesnay est l'une des plus notables. Sa pensée économique et sociale, quoique radicalement opposée à celle de Colbert, est loin d'annoncer le libéralisme. Elle repose sur un concept incompatible avec un quelconque libéralisme économique ou politique, à savoir le royaume agricole. Forgé en vue d'une refondation de la monarchie française, le concept de royaume agricole permet à Quesnay de relever un défi en théorie économique. Comment est-il possible de distinguer deux sortes de richesses alors qu'elles sont homogénéisées par la monnaie, et de justifier une hiérarchie politique traditionnelle par des arguments nouveaux? Si un régime républicain est bien adapté pour une république du commerce, un royaume agricole ne peut s'accommoder que d'une monarchie absolue dominée par les propriétaires fonciers. Les principaux traits du libéralisme d'aujourd'hui, dérégulation des flux financiers, flexibilité des salaires, etc., ne se trouvent pas dans l'œuvre de Quesnay. Quesnay's anti-Colbertism does not mean liberalism. One could be tempted to find the intellectual origin of liberalism in the reaction of some thinkers to the mercantilist way of managing the economy. As correct as that view may be, it suffers some exception. Quesnay is an outstanding one. His economics, or better his social thought, although a radical critic of Colbert policy, is far from annunciating the future liberalism. Quesnay's social thought rely on a basic concept which is not compatible with any modern liberalism, either political or economic. That concept is the royaume agricole. Forged in order to support Quesnay's project of a refoundation of French monarchy, the notion of a royaume agricole allows to overcome a theoretical challenge in economics. How is it possible to distinguish between different types of wealth if they are all homogeneously expressed in money terms? And to justify an old political hierarchy along a new and modern argument. If a republican regime is well adapted to a trading nation, a royaume agricole cannot be conceived but an absolute monarchy dominated by landlords. The main characteristics of modern liberalism, deregulation of capital flows, flexibility of wages, etc., are not to be found in Quesnay's writings. Mots-clés, libéralisme, royaume agricole, produit net. Keywords, libéralisme, royaume agricole, produit net. Classification GEL, B3, B11. Un historien de la pensée, qui se soucierait davantage du contexte historique et social dans lequel Quesnay a produit le tableau économique, que du changement brutal de paradigme qu'il a déclenché dans la théorie économique, trouverait-il pour autant dans l'anti-colbertisme résolu du divin docteur, le chemin pour accéder à la compréhension de son système? Pour une bonne part, la réponse est positive. Mais si l'orientation générale paraît bonne, les panneaux indicateurs colbertisme, libéralisme, anti-colbertisme risquent de l'arrêter assez loin du but. La thèse défendue dans le présent texte est que si une certaine interprétation de l'anti-colbertisme, et donc implicitement du colbertisme, est la voie la plus directe pour comprendre le tableau économique, elle est cependant loin d'en épuiser la portée.
Elle a l'incontestable mérite de désigner le point stratégique, qui est la détermination de la juste proportion entre activité agricole, industrielle et commerçante. Mais caractériser la pensée de Quesnay comme essentiellement anti-colbertiste conduit à manquer son originalité profonde. En outre, cela peut conduire à en faire l'annonce du libéralisme économique ultérieur, ce qui paraît être un contresens. Un rapide coup d'œil sur les entrées Colbert ou colbertisme que les moteurs de recherche sur Internet proposent aujourd'hui aux curieux concerne autant les péripéties actuelles du redressement productif français que l'histoire du XVIIe siècle. L'anti-colbertisme est l'un des mots d'ordre utilisés par les libéraux ou par ceux qui se proclament comme tels. Lire Quesnay au travers de l'anti-colbertisme est une démarche intéressante mais risquée. La tentation est d'en faire le précurseur du libéralisme économique. Certains historiens de la pensée économique ont succombé à cette tentation dans le passé, tels J. Derrist, voir J. Derrist 1944, page 11 à 12, et dans une moindre mesure Schumpeter 1954, page 232. Ce point de vue semble avoir été abandonné chez les auteurs plus récents. À juste titre, semble-t-il. L'anti-colbertisme de Quesnay n'en fait pas un annonciateur du libéralisme économique. Les pratiques adoptées et encouragées par Colbert seront certes vivement combattues par Quesnay et ses disciples, de même que ses vues générales sur l'essence même de l'activité économique et le caractère prioritaire de l'industrie et du luxe dans l'enrichissement du royaume. Mais la polémique contre Colbert et le colbertisme ne fera pas pour autant de Quesnay le chantre du libéralisme, tel que les siècles suivants le concevront et le prôneront. Si son opposition aux idées et aux pratiques de Colbert est radicale, elle n'empêche pas une certaine convergence des préoccupations qui interdit d'assimiler l'anti-colbertisme de Quesnay au libéralisme économique qui prévaudra plus tard. Le point sur lequel Colbert et Quesnay se retrouvent est que tous les deux situent leurs problématiques au niveau de la société dans son ensemble et considèrent les individus comme soumis à un dessein commun, celui de la puissance et de la prospérité de la nation. Que les moyens de réaliser ce grand projet diffèrent radicalement selon Colbert, et Quesnay n'empêche pas de constater qu'ils partagent le souci de la nation, à laquelle les individus sont subordonnés, et que les initiatives des individus ne se conçoivent qu'à l'intérieur d'un cadre très strict. C'est à ce niveau que l'opposition de Quesnay à Colbert est intelligible et non par référence à une doctrine, le libéralisme économique, qui ne prendra son sens que postérieurement. En effet, le libéralisme en tant qu'attitude globale vis-à-vis de la société n'apparaît que plus tard vers le milieu du XIXe siècle. Il a fallu que non seulement de grands bouleversements sociaux se produisent, ce que Polanyi a appelé la grande transformation, mais aussi que les fondements philosophiques d'une telle pensée se constituent. La philosophie politique, de Hobbes à Rousseau, et la pensée économique, de Locke à Smith, ont plus ou moins contribué à ce mouvement dont l'un des traits les plus notables est d'avoir autonomisé la société par rapport à la religion, à la morale ou à la coutume. La société est de plus en plus clairement conçue comme le résultat de volontés individuelles libres et autocentrées. Les diverses déclinaisons du mythe du contrat social, susceptibles de donner un sens au libéralisme moderne, ont abouti à la séparation des sphères politiques et économiques dans les représentations de la société. L'idée que la sphère économique est suffisamment autonome pour être érigée en modèle de la société conduit à cette version particulière du libéralisme qu'est le libéralisme économique. La société y prend la forme d'un marché général et autorégulateur. 3 institutions étroitement reliées entre elles y structurent l'économie. Un marché du travail, l'étalon or et le libre-échange. Ces 3 institutions sont toujours présentes dans la pensée libérale aujourd'hui dont les leitmotifs sont la déréglementation du marché du travail, les règles automatiques préférées aux actions délibérées des banques centrales en matière monétaire, l'abolition de tous les obstacles aux échanges internes et internationaux et la levée de toutes les restrictions s'opposant à la marchandisation du travail, de la monnaie et de la terre, les 3 marchandises fictives, selon Polanyi. Même si l'invention de l'économie politique est une réponse politique à une situation historique spécifique à la France, ce qui justifie partiellement de la placer sous le pavillon de l'anti-colbertisme, elle pourrait être plus que cela. Ne préfigurerait-elle pas la pensée sociale du XIXe siècle ? À savoir un regard nouveau jeté sur la société par les individus qui la constituent,
et qui pense découvrir qu'elle est mue par des lois économiques irréfragables, bien que produites par des volontés libres et autonomes. Ne pourrait-on trouver dans les fondements anti-colbertistes du tableau les éléments annonciateurs de cette pensée nouvelle, qui ferait de Keynes l'inventeur du libéralisme, en même temps que celui de l'économie politique? Pour répondre à cette question, il faut préciser à la fois ce que l'on entend par colbertisme et par conséquent par anti-colbertisme, et ce que l'on comprend de la pensée de Keynes. Les historiens ne sont pas unanimes sur le premier point, tant s'en faut, et les interprétations du tableau sont encore plus divergentes. On sait que les commentateurs les plus éclairés s'opposent profondément sur la nature de la vision globale, inspirant le tableau économique. De Max Beer qui y voit la résurgence d'une conception médiévale à Elizabeth Fox Genovese qui y lit, après Marx, l'annonce du capitalisme, l'éventail est assez large. De l'idée que l'on se fait de Colbert dépend l'anti-colbertisme que l'on pense déceler dans les positions de Keynes, et de l'interprétation du tableau économique dépend le point de vue adopté à propos du libéralisme de Keynes. La thèse défendue ici est la conséquence d'une caractérisation précise mais étroite du colbertisme et de l'interprétation du tableau comme utopie réactionnaire. Dans un premier temps, le colbertisme sera évoqué. La logique qui semble lui donner un sens, au-delà des diverses mesures qui permettent de le repérer, est celle de la recherche de la puissance de la nation et de la gloire du roi par l'obtention d'une suprématie dans les relations internationales, tant économiques que politiques. La vision sous-jacente est celle d'une économie organisée autour de l'industrie, notamment des secteurs susceptibles d'exporter et dotés de finances publiques saines. Le projet global est conduit par le pouvoir central ayant un caractère absolutiste. On rappellera dans un deuxième temps que l'économie politique de Keynes promeut une norme, le royaume agricole, aussi radicalement différente du colbertisme que de celle que le libéralisme économique défendra un siècle plus tard. Elle n'a pas pour objet ni une économie étroitement réglementée, ni une économie de marché généralisée. Elle propose une économie dominée par les propriétaires fonciers dont la prééminence est fondée sur le postulat de la productivité exclusive de l'agriculture, ou encore de la stérilité des autres activités que sont le commerce et l'industrie. Ces dernières ne sont soustraites à la République générale du commerce, que pour être au service de l'agriculture et de la propriété foncière et non pour être directement productrices de richesses. Le royaume agricole, une fois atteint l'état le plus avantageux, décrit par le tableau économique, n'a pas vocation à croître mais à se pérenniser en l'état. On soulignera dans un troisième temps que si les moyens par lesquels Keynes entend instaurer ce royaume agricole sont pour une part anti-colbertistes, et que s'ils ont pu faire croire à une orientation libérale, concurrence, libération des échanges, etc., ils sont également contingents. La concurrence est une arme contre l'industrie et le commerce et la libéralisation du commerce des grains n'est que le moyen circonstanciel d'obtenir un bon prix du blé, les prescriptions du divin docteur. Concernant le travail, la monnaie et la terre ont peu à voir avec celles typiques du libéralisme économique. Elles sont en outre contraignantes pour les individus dont les intérêts spontanés sont jugés néfastes pour la société dans son ensemble. Pour finir, on soutiendra que si la pensée de Keynes est bien annonciatrice des temps nouveaux, c'est moins ceux du libéralisme que ceux d'une certaine idée du gouvernement. Autant que de l'économie politique, Keynes est l'inventeur de la politique moderne, celle qui apparaît en même temps qu'émerge la première des sciences sociales. Cette politique se présente au nom de la science. C'est d'un savoir non arbitraire que sont censées procéder les actions du souverain. Là encore, on pourrait être tenté d'établir un rapprochement avec les libéraux ultérieurs. La politique se justifie par la croyance typiquement libérale en l'existence d'un ordre naturel. Mais l'ordre naturel et la liberté selon Keynes ne sont pas ceux des libéraux des XIXe et XXe siècles. 1. Les enjeux du colbertisme et de sa critique. De quel Colbert faut-il parler? De celui célébré par Pierre Boissonnade comme homme d'État? Ou de celui vilipendé par Daniel Dessert comme financier chef de clan? Pour prendre l'avis de deux historiens ayant étudié sérieusement la période? De quel colbertisme s'agit-il? De celui qui transparaît au travers des décisions et actes du surintendant des finances ou du colbertisme des successeurs caractérisé par un appauvrissement de l'inspiration et l'avènement d'une bureaucratie obtuse?
Afin de ne pas priver d'intérêt la discussion, on admettra que la pensée et l'œuvre de Colbert méritent les égards et les éloges que Boissonade s'est plu à prodiguer au terme d'une longue fréquentation de son personnage et de son action. On oubliera donc l'aspect moins présentable mis en lumière par Daniel Dessert. L'unité de l'œuvre de Colbert peut alors être trouvée dans l'objet même de l'ensemble de sa politique, servir le roi et, à travers lui, l'ensemble de la nation. Gloire royale et puissance de la France sont les buts ultimes de son action. Les compagnies de commerce sont des armées du roi et les manufactures de France ses réserves, cité par Boissonade 1932 page 6. C'est à cette aune que doit être jugée la cohérence d'ensemble du système Colbert. Mais la puissance de la France n'est pas une notion absolue. Les auteurs du temps, et pas seulement Colbert, sont obsédés par la comparaison avec l'Angleterre et la Hollande. Il s'agit moins de s'enrichir de façon absolue que de surpasser les nations rivales. Comme la plupart des auteurs que Smith baptisera plus tard du nom de mercantilistes, guerre et commerce sont deux voies alternatives et substituables selon les lieux et les périodes. Les relations internationales, au centre des préoccupations des auteurs du temps, sont envisagées simultanément sous ces deux aspects. Le souci d'une balance des comptes excédentaires et le désir de pouvoir armer une population importante ne se distinguent que du point de vue conceptuel, pas dans la politique au jour le jour. Le nerf de la guerre est l'objet de toutes les attentions. Les métaux précieux, principaux moyens d'échange internationaux, notamment en cas de conflit lorsque la confiance ne permet pas un recours massif au crédit, étant en quantité limitée au plan mondial, il faut se les approprier et en priver les nations concurrentes. Un commerce extérieur excédentaire est l'un des moyens d'y parvenir. Attirer les capitaux en est un autre. Mener des conquêtes victorieuses en est un troisième. Concentrons-nous sur le premier. Une politique ambitieuse d'exportation requiert une profonde transformation de l'économie française. L'activité y est trop principalement agricole, et l'agriculture trop exclusivement consacrée aux subsistances et pas suffisamment aux matières premières de l'industrie. Seule cette dernière, pense Colbert, est capable de soutenir une population nombreuse, de lui fournir de l'emploi et de procurer à la France de fortes recettes d'exportation. Industrialisme et populationnisme sont étroitement associés dans la pensée de Colbert. La mise sur pied d'une industrie protégée par des privilèges, manufactures et des droits de douane, produisant des biens de qualité supérieure grâce à des réglementations judicieuses est dans la droite ligne de cette conviction. La France, déjà pourrait-on dire, semble avoir un avantage comparatif dans la production des biens de luxe produits à partir d'inputs importés, biens exportés avec une forte valeur ajoutée. C'est au développement de ces secteurs que Colbert consacrera toute son attention. Mais l'interdépendance des grands secteurs n'est pas un vain mot. Vouloir développer et encourager l'industrie exige que l'agriculture s'y adapte, aussi bien en termes de prix que de quantité. Des prix agricoles plutôt bas permettront d'assurer la compétitivité des manufactures françaises, par abaissement des salaires. La mise au travail de la population est également permise par la chasse aux vagabonds, et à diverses mesures. La dictature du travail est évoquée à juste titre dès le titre du livre de Boissonade. Mais, si le bas prix des céréales est un élément important de la stratégie de Colbert, il conduit cependant à réduire à moyen terme les quantités produites en raison d'une rentabilité insuffisante, ce qui ne va pas dans le bon sens, même du point de vue de Colbert qui souhaite une population abondante. Il s'agit là d'une difficulté certaine que souligneront les critiques. La régulation du prix des céréales par ouverture sur les marchés extérieurs, qui pourrait être une solution, n'est pas possible pour des raisons politiques profondes. Le roi est en effet responsable de la subsistance de ces sujets. Même s'il est permis d'exporter des céréales au cours de certaines périodes, cela ne peut se faire au détriment de ce pacte de subsistance. Toute alerte aux disettes, et elles ne manquèrent pas, conduit à des restrictions sévères à l'exportation des blés. La question du prix des blés est cruciale pour Colbert comme elle le sera pour Quesnay. Au-delà de la situation de l'agriculture proprement dite, elle concerne la totalité de l'économie et de la société française. Quelle place et quel rôle pour l'activité agricole et pour quel type de société ? Telle est la question centrale. Moins sans doute du point de vue du colbertisme proprement dit qui comprend bien d'autres aspects,
réglementation des manufactures, développement du commerce extérieur, réforme de la fiscalité, etc., que de Quesnay. Mais c'est bien la réponse à cette question qui cristallisera l'anti-colbertisme du divin docteur. Sous d'autres angles, les préoccupations de ce dernier paraissent moins diamétralement opposées à celles de Colbert. Quesnay comme Colbert ont le souci de la puissance du royaume et veulent lui donner les moyens d'avoir une armée nombreuse et bien équipée. Tous deux souhaitent une profonde réforme fiscale, même si ce n'est pas la même car il n'y a pas de puissance nationale ni de gloire royale sans de bonnes finances. L'action de Colbert dans ce domaine est bien connue de même que les préconisations de Quesnay. Elle manifeste la volonté commune à ses auteurs d'œuvrer pour un ensemble, la nation, plutôt comme ce sera le cas ultérieurement pour la plupart des auteurs postérieurs, pour le bonheur d'individus considérés en tant que tels. Les réformes fiscales proposées diffèrent profondément, mais c'est principalement en raison des conceptions de la richesse qui les sous-tendent. On peut suivre Gaston Vellers, 1922, quand il repère les 3 griefs que Quesnay adresse à Colbert. Le premier est d'avoir modifié la structure de l'emploi au profit de l'industrie et aux dépens de l'agriculture, et au sein de l'industrie d'avoir privilégié l'industrie urbaine aux dépens de l'industrie rurale. Le deuxième grief porte sur la fiscalité. Trop d'impôts indirects mal réglés qui nuisent à l'activité agricole, mauvaise organisation des prélèvements permettant un développement de la finance aux dépens de l'ensemble de la société. Le dernier, qui est le plus grave selon Vellers, est une politique de bas prix des céréales. Si l'on laisse de côté pour le moment la question fiscale, qui n'en est que la conséquence logique, on voit que l'enjeu principal de l'anti-colbertisme de Quesnay est la structure productive d'ensemble. L'industrie, et notamment l'industrie urbaine, est indûment favorisée par rapport à l'agriculture. Cet enjeu se matérialise dans un conflit entre industrialistes et agrariens. Gino Longitano n'a pas tort d'écrire que il confronto sul colbertismo copriva, tra le tant altre cause, un conflitto tra interessi industriali e interessi agricoli le cui matri sono totalmente estranei al problema del feudalismo, così come sono estranei a un dibattito astrato tra dirigismo e liberalismo economico. Longitano 1988 page 19. Il précise sa pensée en voyant dans la polémique contre le colbertisme l'opposition de 2 modèles de société fondés tous deux sur des mécanismes de marché mais opposés sur le rôle et la place que peut et doit y tenir l'industrie. Le fait est que, bien après Colbert, l'importance relative de l'industrie et de l'agriculture est un thème central dans les débats économiques. Déterminer la juste proportion entre les activités, celle qui permet un fonctionnement harmonieux de l'économie, absence de crise, croissance démographique et de la production, est la tâche que s'assignent explicitement ou implicitement les économistes à travers le système des prix. Prix des céréales et juste équilibre entre les activités sont une seule et même question. Mais il y a bien des façons de l'aborder. Forbonnet le fera à sa manière en cherchant le juste milieu, sans dogmatisme et avec le souci de ne pas s'écarter de ce qu'il pense observer dans le monde réel. Sa position peut être qualifiée de raisonnable et susceptible d'être approuvée par beaucoup. Comme Quesnay, il estime que le prix des grains est trop bas au moment où il écrit. D'ailleurs, comparativement à l'Angleterre, il y a une marge importante qui permettrait d'avoir un prix des grains plus élevé sans mettre en danger la compétitivité des industries françaises. Mais si Quesnay et Forbonnet sont d'accord pour souhaiter un prix des céréales plus élevé, leurs positions sont en fait radicalement différentes. Le souhait de prix des blés plus élevé, corrigeant ce qui pourrait apparaître comme la conséquence de la politique de Colbert, est pensé par Forbonnet au sein d'un système économique homogène, dans lequel la richesse est produite simultanément dans toutes les branches et où il convient de trouver plus ou moins empiriquement les bonnes proportions entre elles. La critique de la politique de Colbert conduisant à des prix trop bas selon Quesnay se comprend dans un système complètement différent, dans lequel la richesse n'est nullement homogène et où l'économie, loin d'être un ensemble structuré, est radicalement composite. Agriculture et industrie ne se situent pas sur le même plan et ne relèvent pas de la même logique économique, politique et sociale. 2. Le royaume agricole, une norme sociale anti-colbertiste mais non libérale. Une fois rappelée l'extraordinaire nouveauté du tableau économique, il reste à en apprécier la portée exacte,
ce qui n'est pas une mince affaire étant donné la diversité des interprétations données par des commentateurs prestigieux. Si par bien des aspects, son caractère purement quantitatif, sa capacité à engendrer des variantes traduisant les effets des politiques fiscales ou commerciales, il peut prendre place dans le musée imaginaire des modèles économiques fondamentaux, de Ricardo à Debreu en passant par Smith, Marx et Walras. Ses particularités rendent difficile de le faire passer pour une description possible des apostrophes. Une économie de marché généralisée, ce qui serait pourtant le critère requis pour tout modèle économique susceptible de fonder ou de critiquer le libéralisme. Pour le dire autrement, la logique du tableau économique s'applique non à une économie de marché généralisée, mais à un royaume agricole coupé de la République générale du commerce. Ce royaume agricole s'en distingue doublement. D'une part, la richesse qui le fonde, bien qu'exprimée en monnaie, n'est pas de même nature que la richesse industrielle et commerciale qui sera celle présente dans tous les modèles ultérieurs. D'autre part, les relations économiques que le royaume agricole entretient avec la République du commerce doivent être réduites autant qu'il se peut. Mais comment peut-on rendre manifeste une hétérogénéité entre deux sortes de richesses, foncières et mobilières, alors même que le marché les rend indistinctes par leur commune expression en termes de prix monétaires ? C'est un des aspects les plus singuliers du tour de force de Keynes que d'avoir fondé sa vision du royaume agricole sur les catégories et dans le langage de l'économie de marché. La production y est définie comme différence entre valeur vénale, prix de marché, et valeur fondamentale, coût de production calculé au prix des marchés. La concurrence, c'est-à-dire l'abandon des privilèges dont jouissent les manufactures, est le moyen par lequel la stérilité de l'industrie et du commerce est censée apparaître au grand jour. La liberté du commerce intérieur et extérieur des grains est l'arme qui montre la productivité exclusive de l'agriculture grâce au bon prix du blé, 18 livres le setier, qui est le prix établi par le commerce mondial, etc. Que le langage choisi par Keynes soit celui qui sera adopté ultérieurement par les auteurs classiques, qui se trouve avoir fourni les théories économiques invoquées par les libéraux, a été à l'origine d'un quiproquo. Tous ces éléments ont été salués comme autant d'annonces d'une économie capitaliste à venir, Marx notamment, annonces qui seraient demeurées incomprises en raison du contexte de la société d'Ancien Régime, mais annonces tout de même qui deviendra limpide quand les propriétaires fonciers et les riches fermiers auront abandonné leur déguisement féodal. Il y a là une des nombreuses ambiguïtés du tableau, qu'il convient de dissiper si l'on veut en faire apparaître l'aspect particulier et original, bien loin des préoccupations d'un quelconque libéralisme économique. La théorie des prix. La thèse de la productivité exclusive de l'agriculture n'est nullement l'exagération sectaire d'une opinion qui serait bien naturelle dans une économie dominée par l'agriculture. Elle est au contraire le seul moyen de pouvoir différencier une certaine richesse d'une autre dans une économie, où l'échange monétaire semble abolir toute distinction. Elle donne une assise scientifique au projet politique de Keynes, marquer la différence qualitative entre la richesse foncière et la richesse mobilière. Le problème est que l'économie politique de l'époque, connue de Keynes, que ce soit celle de Bois-Guilbert ou de Cantillon, ne fournit pas les outils conceptuels appropriés. Il faut inventer la théorie économique adéquate. C'est ce que réalise Keynes avec la présence implicite d'un système classique de prix dans le tableau. Ce système de prix fait partie formellement d'une grande famille comprenant notamment ceux de Petty, Cantillon, Smith, Ricardo et Torrance. Ceci peut inciter le commentateur à assimiler Keynes à ce vaste courant, dont on considère généralement, et à juste titre, qu'il accompagne l'avènement d'une économie de marché généralisée. Mais au sein de la pensée classique, la théorie des prix de Keynes est singulière. Sa principale particularité est que seule la propriété foncière donne droit au revenu, c'est-à-dire à la valeur de la production nette, tandis que la propriété mobilière, c'est-à-dire celle des avances, ne donne droit à rien. Les fermiers comme les artisans ne perçoivent aucun revenu sur leurs avances. La théorie des prix de Keynes appartient formellement à la famille des systèmes de prix classiques. Un système de prix classique est composé d'une technique de production, de laquelle on peut déduire un surplus, qui est un panier de biens et non une grandeur. La répartition entre les branches de ce surplus, ou plus exactement de la valeur de ce surplus, permet de déterminer les prix d'équilibre. Chacun de ces systèmes se différencie principalement par la règle adoptée,
selon la valeur des moyens de production, Ricardo, selon les quantités de travail, Petit ou de terre, Cantillon, etc. Par le choix d'une règle particulière, la productivité exclusive de l'agriculture, Quesnay se singularise au sein de l'ensemble de la pensée classique, voire annexe 1. À la différence de la théorie des prix de production, pour laquelle la totalité des inputs employés dans l'ensemble des branches produit un revenu. Ils sont du capital produisant un profit, seuls les inputs employés en agriculture ont cette propriété. Il existe donc, pour Quesnay, une véritable hétérogénéité de la richesse, une différence qualitative entre l'agriculture et le reste des activités économiques. En ajoutant que le revenu échoit aux propriétaires fonciers et non aux fermiers, la propriété foncière apparaît radicalement différente de la propriété mobilière, c'est-à-dire celle des différents inputs ou avances. Du point de vue de ceux qui fournissent les avances, c'est moins l'agriculture qui diffère de l'industrie que la propriété foncière qui diffère de la propriété mobilière. Certes, les fermiers constatent une différence entre les valeurs vénales et fondamentales de leurs produits, ce qui n'est pas le cas des artisans et commerçants, mais ce revenu n'est pas pour eux. Ils doivent le remettre aux propriétaires, ce que traduit le schéma de la circulation associé à la formule arithmétique du tableau économique. La circulation et la reproduction. Celle-ci se représente soit par un schéma, le tableau économique, soit par un système d'équations très simple, voire annexe 2. On y voit que la composition de la dépense du produit net affecte l'importance relative des deux classes, mais non celle du produit net. Si la totalité du revenu net était dépensée en faste de subsistance, la classe stérile serait réduite à n'être que l'appendice de la classe productive, poussant ainsi la notion de royaume agricole à sa perfection. Si au contraire, la totalité du revenu net était dépensée en luxe de décoration, la classe stérile prendrait une grande importance mais le revenu net resterait inchangé. Un des soucis de Quesnay est la reproduction de la société décrite dans le tableau. On sait que, selon lui, deux conditions doivent être remplies, en plus de l'absence d'impôt sur les avances et de la suppression des entraves au commerce. D'une part, qu'il n'y ait pas de thésaurisation, d'autre part, que les propriétaires fonciers adoptent un certain mode de vie, qu'ils préfèrent le faste de subsistance, au luxe de décoration, c'est-à-dire que leurs dépenses soient orientées vers l'agriculture, seule classe productive. Ce dernier point ne concerne pas le niveau du revenu, contrairement à ce que pensait Quesnay, mais l'importance relative de l'activité agricole. Il traduit sa préférence pour un mode de vie traditionnel. Quesnay fait plus que souligner la différence entre l'agriculture et le reste de l'économie. Ce sont deux systèmes sociaux différents qu'il convient selon lui de différencier à tous les niveaux. Dans l'analyse de la formule arithmétique du tableau économique, il va jusqu'à écrire. Ainsi un royaume agricole et commerçant réunit deux nations distinctes l'une de l'autre. L'une forme la partie constitutive de la société attachée au territoire qui fournit le revenu, et l'autre qui est une addition extrinsèque qui fait partie de la République générale du commerce extérieur, employée et défrayée par les nations agricoles, œuvre, page 557. On peut prolonger l'analyse dans cette direction en montrant que la pensée de Quesnay est à sa plus juste et rigoureuse expression, lorsque la proportion entre la classe productive et la classe stérile au sein du royaume agricole est telle que la seconde n'a de justification que dans la stricte mesure où elle produit les inputs nécessaires à la première. Elle ne doit pas aller au-delà, voir annexe 3. L'image d'un tel sous-système nous ramène à l'économie domaniale de Cantillon, dans laquelle les propriétaires décident des quantités et ou des prix des biens, soit qu'ils administrent directement leurs propriétés avec l'aide d'inspecteurs ou d'intendants, soit que des entrepreneurs ou fermiers travaillent pour le marché et que les propriétaires dépensent leur rente pour y acquérir les biens produits par les entrepreneurs. La notion de royaume agricole, centrale chez Quesnay, est irréductible à l'idéal de Colbert comme à l'idée libérale du marché généralisé. En ce sens, le tableau économique n'apporte aucune caution à la vision moderne que l'économie politique du XIXe siècle développera. Si les échanges y sont bien monétaires, ils sont structurés selon une logique qui doit peu à l'idée de marché généralisé et beaucoup à celle d'un royaume agricole, modèle d'une société singulière qui a les faveurs de Quesnay et des physiocrates. Fermier ou propriétaire foncier, une question stratégique. L'analyse qui précède pourrait être contestée en faisant valoir que les individus actifs, ceux qui produisent effectivement,
sont les fermiers et non les propriétaires fonciers, c'est-à-dire ceux qui seront les entrepreneurs capitalistes de la théorie économique ultérieure et non ceux qui seront les rentiers. On pourrait lui ajouter qu'attribuer le revenu aux fermiers serait s'assurer à la fois que son utilisation sera conforme aux vœux de Quesnay, et que cela permettrait par une augmentation continue des avances de promouvoir une croissance continue de type purement capitaliste. Ainsi, en attribuant le revenu aux fermiers par une pure convention n'ayant rien à voir avec l'ordre naturel, Quesnay aurait révélé la nature profonde de son système, l'annonce d'une économie capitaliste prochaine démarrant d'abord dans l'agriculture. Du coup, son plaidoyer pour la libéralisation du marché des grains et la suppression des entraves à la circulation pourrait bien passer pour l'embryon d'une politique authentiquement libérale. Cet argument n'est cependant pas acceptable. D'abord, parce que Quesnay, en attribuant aux propriétaires la totalité du revenu, se conforme strictement à la représentation qu'il a de l'ordre naturel dans lequel la propriété foncière est au fondement de la propriété en général. Ensuite, parce que rien dans les écrits de Quesnay ne vient étayer l'idée d'une croissance exponentielle du type de celle évoquée par Smith ou Ricardo, croissance associée au taux de profit lui-même lié à une règle d'imputation du revenu étrangère à Quesnay. Enfin, parce que la défense des propriétaires fonciers n'est pas une défense de la noblesse et de ses privilèges, mais une volonté de transformer la société d'Ancien Régime en fondant la hiérarchie sur la base solide des catégories économiques plutôt que sur des privilèges arbitraires. Il ne faut pas oublier que Quesnay a un projet politique fort, qui n'est pas la reconduction pure et simple de la société française, mais sa transformation en une structure fondée en raison. L'attribution aux propriétaires fonciers de la totalité du revenu, arbitraire à nos yeux d'économistes puisque les propriétaires ne participent pas en tant que tels à la production, est parfaitement déterminée par la vision d'ensemble qu'a Quesnay de la société. 3. L'instauration du royaume agricole, une politique anti-colbertiste mais non libérale. Les armes par lesquelles Quesnay veut établir le royaume agricole semblent être celles-là même que les libéraux préconisent, à savoir la suppression des réglementations de la production et des entraves diverses aux échanges. Il entend se servir de la libre concurrence comme un moyen général pour atteindre son objectif. Cela n'en fait-il pas un libéral avant la lettre ? La réponse est négative. S'il est vrai que les recommandations concernant le commerce intérieur et la circulation des marchandises sont celles-là même que les libéraux privilégieront, elles sont orientées vers des objectifs opposés à ceux qu'ils poursuivent. Pour Quesnay, elles sont une arme contre l'industrie et le commerce et non une incitation à son développement. Dans son esprit, les entraves à la concurrence, pour employer le langage d'aujourd'hui, sont la source des profits observables de la classe stérile, règlements et privilèges des manufactures par exemple. Leur suppression a pour objectif d'éliminer ces profits et par conséquent, de diminuer l'importance de cette classe. Les échanges doivent respecter l'ordre naturel selon Quesnay, et cet ordre naturel ne laisse pas de place au profit des capitaux investis dans l'industrie et le commerce. En ce qui concerne la libéralisation du commerce des grains, on ne peut s'empêcher d'observer que cette revendication libérale typique a été faite par Quesnay, parce que le prix mondial du blé était supérieur au prix intérieur. Est-ce en raison de la providence ? Ce prix mondial est précisément celui qui assure que seule l'agriculture est productive, et selon le divin docteur, il se trouve être celui qui résout le système d'équation 1 de l'annexe 1. Ce plaidoyer pour un commerce des grains libre et sans entrave n'est-il pas simplement circonstanciel ? Il n'est pas argumenté comme le sera plus tard celui de Ricardo contre les Corn Laws. La suppression des entraves à l'entrée des blés polonais en Angleterre est souhaitée par Ricardo, parce que le prix mondial est inférieur au prix intérieur anglais. Pour Quesnay, il s'agit d'augmenter le revenu des propriétaires fonciers et au-delà, de favoriser un ordre social traditionnel, le royaume agricole. Pour Ricardo, il s'agit d'élever le taux de profit des entrepreneurs capitalistes et au-delà, de favoriser l'émergence d'une société nouvelle. Dans les deux cas, ne s'agit-il pas davantage d'opportunisme que d'adhésion à une doctrine libérale clairement exposée ? Qu'aurait été la proposition de Quesnay, Ricardo, si le prix intérieur du blé eût été supérieur, inférieur au marché mondial ? Au demeurant, l'attitude de Quesnay vis-à-vis des échanges internationaux autres que ceux des grains est plutôt réservée.
La maxime 24, extraite des maximes générales du gouvernement économique d'un royaume agricole, est explicite. Qu'on ne soit pas trompé par un avantage apparent du commerce réciproque avec l'étranger. Car souvent la perte est pour la nation qui reçoit un surplus en argent. Œuvre, page 571. Seul le commerce extérieur des denrées du cru est incontestablement bénéfique. Pour le reste, c'est l'impact des échanges internationaux sur la production du revenu et non les intérêts des particuliers qui font que ce commerce est, ou non, digne d'encouragement. Que la maxime 25 qui suit proclame une foi totale dans la pleine liberté de la concurrence, ne doit pas abuser le lecteur d'aujourd'hui. La liberté de la concurrence, vue par Keynes, n'est que le moyen de restreindre l'importance des activités stériles à l'intérieur comme à l'extérieur de la nation. Ce ne sont pas seulement les propositions positives de Keynes qu'il faut considérer pour apprécier le caractère plus ou moins libéral de la politique qu'il souhaite. Il faut également noter, négativement pourrait-on dire, ce qui n'y figure pas et qui devrait y être présent pour que cette politique soit pleinement libérale. Si l'on adopte le point de vue de Polanyi évoqué plus haut, l'absence de certaines prescriptions particulières sur les marchandises fictives du capitalisme est aussi significative. Cela est particulièrement clair au sujet du travail. Keynes ne lie pas la question du prix du blé au marché du travail, non concevable d'ailleurs dans la France de Louis XV. Keynes vise une structure de prix telle que seule l'agriculture soit productive. Il ignore superbement la loi d'airain des salaires, quoi qu'en ait pensé Marx. Il plaide pour que les travailleurs de l'agriculture soient bien nourris, et ne semble pas penser, à l'instar des penseurs libéraux, que la faim soit la meilleure incitation au travail et à la productivité. Bien au contraire, ainsi qu'en témoigne la maxime 19. Qu'on ne croit pas que le bon marché des denrées est profitable au menu peuple, car le bas prix des denrées fait baisser le salaire des gens du peuple, diminue leur aisance, leur procure moins de travail et d'occupation lucrative et anéantit le revenu de la nation. Œuvre, page 570. Keynes précise en note: la véritable cause de la paresse du paysan opprimé est le bas prix du salaire et le peu d'emploi dans les pays où la gêne du commerce des productions fait tomber les denrées en non-valeur. Œuvre, page 592. Ce n'est donc pas la faim qui pousse les travailleurs à l'effort, mais le désir de richesse. Keynes a un point de vue radicalement opposé à celui qui prévaudra chez les libéraux du siècle suivant. Pour autoriser les vexations sur les habitants de la campagne, les exacteurs ont avancé pour maxime qu'il faut que les paysans soient pauvres, pour les empêcher d'être paresseux. Les bourgeois dédaigneux ont adopté volontiers cette maxime barbare, parce qu'ils sont moins attentifs à d'autres maximes plus décisives, qui sont que l'homme qui ne peut rien conserver ne travaille précisément que pour gagner de quoi se nourrir et qu'en général tout homme qui peut conserver est laborieux, parce que tout homme est avide de richesse. Œuvre, page 592 souligné par Keynes. Certes, Keynes ne parle que des travailleurs de l'agriculture, mais les motifs poussant les hommes au travail sont les mêmes dans toutes les branches, même si l'effet sur l'ensemble de la nation peut être différent. On est loin de la volonté de mise au travail par la contrainte de pauvreté. Cela s'explique sans doute par le fait que le salaire est principalement dépensé en produits agricoles. Un prix élevé du blé conduit à des salaires élevés et à des termes de l'échange favorables en biens non agricoles. Mais cela se comprend également si l'on se rappelle qu'il n'y a pas de divergence d'intérêt entre les fermiers et les ouvriers agricoles. Ils ont tous intérêt à un prix élevé du blé, et ne perçoivent aucun revenu à proprement parler. Ce n'est évidemment plus le cas si l'on raisonne dans le système de prix de production. Uniformité des taux de profit et donc totale homogénéité des richesses, où il est aisé de mettre en évidence une relation inverse entre taux de salaire et taux de profit. Keynes est bien loin de la préoccupation principale de Ricardo concernant le prix des salaires. Rappelez la différence de normes entre Keynes et Ricardo, c'est-à-dire entre un royaume agricole et une économie capitaliste, permet de ne pas confondre une politique de haut prix du blé par libéralisation du commerce des grains avec la politique ricardienne de bas salaire par suppression des corn laws et abaissement du prix du blé. La position de Keynes sur le travail et le salaire, fondement du capitalisme, est sans doute la raison la plus fondamentale pour ne pas en faire un précurseur du libéralisme ni un annonciateur des temps nouveaux. Mais ce n'est pas la seule. Que ce soit sur la monnaie ou sur l'impôt,
Keynes défend des vues différentes de celles des libéraux, certaines leur sont même irréductibles. Les libéraux du XIXe siècle peuvent certainement se retrouver dans l'idée que la monnaie n'est pas la vraie richesse, et qu'un excédent de la balance des paiements n'est nullement souhaitable. En revanche, la préférence libérale pour les règles automatiques par rapport aux interventions discrétionnaires en matière monétaire se retrouve difficilement chez Keynes, qui n'a certainement pas en vue les mécanismes de l'étalon or ni en tête les avantages d'une libre concurrence sur les marchés financiers. Fort logiquement, un royaume agricole n'a rien à attendre du commerce de l'argent. Si les opérations financières diverses peuvent avoir le mérite de faciliter les transactions, Keynes est bien conscient que le papier commercial peut suppléer à la monnaie sonnante et trébuchante. Il ne peut qu'être suspicieux vis-à-vis des comportements spéculatifs qui peuvent être responsables de la formation de poches pécuniaires défavorables à la reproduction du revenu. La maxime XXX est fort explicite. Que l'État évite des emprunts qui forment des rentes financières qui le chargent de dettes dévorantes et qui occasionnent un commerce ou trafic de finances par l'entremise de papier commerçable, où l'escompte augmente de plus en plus les fortunes pécuniaires stériles. Œuvre, page 572 souligné par Keynes. Le taux de l'intérêt, prix de la disponibilité de la monnaie, ne doit nullement être confié à un marché. Il doit être soumis à la loi naturelle de la rentabilité des biens fonciers. Keynes, alias Nissak, le précise dans ses observations sur l'intérêt de l'argent. Car il ne saurait y avoir de loi positive constante, qui puisse fixer équitablement le taux de l'intérêt de l'argent, qui n'admet d'autre loi que la loi naturelle, c'est-à-dire l'état réel des revenus produits par la nature et qui peuvent être acquis avec de l'argent. Œuvre, 2 page 850. Ce taux pourrait être constaté à intervalles réguliers par les notaires des différents districts, et ce renseignement aurait dans les cas litigieux sur le taux de l'intérêt de l'argent le même effet pour asseoir les décisions de justice que celui des mercuriales qui chaque marché consigne au greffe de la juridiction du lieu le prix des grains. Œuvre, 2 page 850. Et si l'on objecte à Keynes que cela reviendrait à brider le commerce de l'argent et à empêcher l'existence d'un vaste marché de l'argent, la réponse de ce dernier est toute prête. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.